il n'existe pas un poste qu'on appelle un poste d'intérim. L'intérim est une disposition statutaire qui permet de ne pas laisser de vacances à la gestion du parti quand celui qui est à la direction est absent. C'est une disposition statutaire, mais ce n'est pas un poste créé pour dire on l'a créé, on le supprime. Donc, dans le fond, ça ne respecte aucune disposition des tests du parti. Le camarade Sangaré, entre autres, a été nommé ou désigné par Laurent Gbagbo, d'après ce que les gens nous ont dit, hein, les frondeurs, pour assurer son intérim. Donc, cet intérim-là nous avait l'air d'être un intérim indéterminé, puisque les tests du FPI, notamment l'article 91, indiquent que l'intérim, en cas de vacances, doit durer 3 mois. Et que si le mandat qui reste à courir est plus d'1 an, alors, au bout des 3 mois, l'intérimaire organise de nouvelles élections pour élire un nouveau président. Maintenant, si le mandat qui reste à courir est moins d'1 an, l'intérimaire assume le reste de ce mandat-là jusqu'à ce que le mandat finisse pour qu'on puisse organiser de nouvelles élections. Mais M. Sangaré, entre autres, est resté de façon déterminée jusqu'à sa mort. Donc, déjà, la base est faussée chez eux. Tel qu'ils ont disposé les choses, la base est faussée. Alors, si la base est faussée, M. Gbagbo lui-même, entre guillemets, s'il aurait effectivement nommé Sangaré comme étant son intérimaire, doit encore désigner un autre intérimaire. Donc, s'il dit qu'il ne désigne plus, c'est son choix, c'est sa décision. Mais en appliquant les tests, ce n'est pas au secrétaire général d'assumer l'intérim ou à qui que ce soit, mais normalement, la vacance est observée par la direction du parti qui prend la décision de transmettre au premier vice-président la charge d'assurer l'intérim sur 3 mois et puis de préparer l'organisation du remplacement de la vacance. Donc, je pense que ce courrier-là, que ce soit dans la forme ou dans le fond, revêt un certain nombre d'éléments largement suffisants qui mettent en doute sa crédibilité. Maintenant, ça, c'est mon avis personnel. Après, ceux qui sont dans la logique du culte de la personnalité, qui, au simple usage du nom de Gbagbo, croient à ce que les gens disent, peuvent vous donner du crédit à ce courrier-là. Et c'est d'ailleurs dans cette logique qu'ils ont fonctionné depuis 2014, à l'occasion donc de la candidature, entre guillemets, du président Laurent Gbagbo, avec un courrier qui est venu, qui a été démontré qu'il était falsifié. Et donc, ceux-là ont cru à ce courrier-là et continuent de croire aux différents documents qui sont produits au nom du président Laurent Gbagbo. Maintenant, si ça peut leur permettre d'exister et de mener des actions de diversion et de division, bon, s'ils pensent que c'est une façon de mener la politique en Côte d'Ivoire, moi, je ne peux pas en dire plus. Sauf que je constate que c'est dommage que ces attitudes-là visent à maintenir les Ivoiriens en la précarité et puis à affaiblir l'opposition et à constituer, donc à leur permettre de se constituer alliés objectifs du pouvoir en place. Voilà, que je peux. Ok, on va peut-être lancer le débat à ce niveau-là. Monsieur Touré du PDCIRDA, quelle est votre réaction par rapport aux arguments qu'avance monsieur Aka? Ben écoutez, j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce que monsieur Aka a dit. Tout comme lui, hein, nous avons pris connaissance du document dont nous avons reçu copie et dont il est difficile de prouver l'authenticité. Et le document nous dit que le président Laurent Gbagbo déclare vouloir mettre fin à l'intérim à la tête de la branche du Front populaire ivoirien dirigé par lui-même. Il y a 3 éléments essentiels à voir dans cette lettre qui concourent à la décision du président Laurent Gbagbo.
à savoir, il souhaite qu'il n'y ait plus d'intérim. Il assume pleinement la direction du parti. Et ensuite, conformément au statut du FPI, le président Laurent Gbagbo déciderait de la convocation des réunions des instances statutaires. Et ensuite, vous avez la mise en œuvre des décisions, la gestion et l'administration du parti au quotidien et autres. Ce que nous pouvons dire à ce niveau, c'est que la Côte d'Ivoire gagnerait à avoir une opposition forte. Nous, le FPI représente une force politique en Côte d'Ivoire. Ce serait notre souhait que ce parti politique frère puisse se retrouver. Et vous savez que le PDCI est un parti de paix. Nous avons pour principe la paix. Donc, nous souhaiterons que le FPI se retrouve, Madame Gbagbo et les autres du côté de M. Afi N'Guessan et M. Gbagbo et d'autres militants à Souadou se retrouvent et voient en quoi ils peuvent travailler ensemble pour essayer de maintenir le FPI comme une force politique pour permettre à la Côte d'Ivoire d'avancer vers ce développement politique. Très rapidement, vous savez que le PDCI est sûrement le seul parti politique en Côte d'Ivoire à avoir mis en place et conceptualisé un plan directeur de développement politique de la Côte d'Ivoire. Et dans ce plan directeur, effectivement, nous avons besoin de toutes les forces idéologiques pour nous permettre, quelque part, d'amorcer ce développement que nous souhaitons. Voilà. OK. Je crois que c'est compris. Nous avons M. Barouan qui est, je crois, qui est maintenant avec nous. Alors, M. Barouan, bonsoir. Je crois que votre micro, voilà. C'est bon. Monsieur Baron, bonsoir, vous nous entendez? Oui, bonsoir, je vous entends. Désolé, okay, désolé pour le retard, j'étais un peu bloqué. Je voudrais présenter toutes mes excuses à l'équipe de la radio pour mon retard, en fait. Je suis vraiment désolé. Hein. Non, il n'y a pas de problème. Hein. C'est un dimanche et nous comprenons que les uns et les autres ont beaucoup d'activités et souvent, ce n'est pas évident. Alors, nous allons vous permettre de vous présenter avant d'entrer dans le débat, hein, parce qu'on n'a pas pu le faire avant. D'accord. Ben, je suis Michel Barouan, je suis criminologue de formation, ancien directeur général du Bureau et Forum droit d'auteur, le Burida. Et je suis l'actuel président des Ivoiriens réfugiés en France. OK, c'est bien compris. Alors, je ne sais pas si vous avez un point à faire par rapport à la question qui est sur la table, à savoir le courrier du président Laurent Gbagbo, qui fait de lui, le président en exercice, hein, sans intérim, hein, le président du Front populaire ivoirien. Je l'ai aussi appris, je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Je n'ai vraiment pas à me prononcer sur la décision du président Laurent Gbagbo. Je pense que le FPI est un parti souverain et que les instances du parti ont élu le président Laurent Gbagbo comme étant président du FPI. Donc, je n'ai vraiment pas à me prononcer là-dessus. Je prends acte de cette décision et puis, écoutez, l'avenir nous en dira. Voilà. Mais je précise quand même, vous avez, par rapport aux responsabilités que vous avez occupées dans le temps et relativement au fait que vous êtes vous-même réfugié, il y a forcément un lien que vous avez avec le Front populaire ivoirien. Quel est votre statut? Avez-vous été membre du Front populaire ivoirien? Quelles sont les responsabilités que vous avez occupées et quel est votre statut en ce moment? Oui, a priori, officiellement, je ne suis pas membre du Front populaire ivoirien. Je suis sympathisant de M. Laurent Gbagbo, dont j'ai apprécié la politique et tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, j'ai payé le prix avec tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire au lendemain de son arrestation. J'ai été suspendu de mes fonctions en Côte d'Ivoire parce que j'étais un sympathisant. Mais sinon, au niveau du Front populaire ivoirien, je n'occupe pas de poste.
Je ne suis pas membre. Je ne suis d'ailleurs membre d'aucun parti politique en Côte d'Ivoire. J'ai été assimilé malheureusement parce que je suis du même groupe ethnique que lui. Vous savez, les persécutions, on peut être persécuté parce que pour une appartenance ethnique. Ce fut mon cas. Donc, pour l'instant, je n'ai vraiment pas me prononcé sur la décision du président Laurent Gbagbo. Je respecte cette décision. Le Front populaire est un parti souverain, comme je le dis, qui regorge de beaucoup de cadres, beaucoup de compétences. Et donc, je pense que cette décision, ce n'est vraiment pas à moi de me prononcer là-dessus. Bien sûr. Bien sûr. Alors, avant d'aborder le point suivant qui concerne directement M. Baron, je ne sais pas si M. Touré, ou M. Aka surtout, voulez ajouter quelque chose par rapport à la question du courrier du président Laurent Gbagbo? Oui, en fait, je voudrais profiter justement. Oui, j'ai la parole, c'est bon, je peux. C'est ça. Voilà. Donc, je voudrais profiter du fait qu'on soit sur ce sujet-là pour parler justement de la question cruciale du Gbagbo ou rien au sein du FPI. Vous savez, Gbagbo a été pour nous quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans le sens de l'avènement de la démocratie en Côte d'Ivoire et donc nous a apporté un certain nombre d'enseignements et de valeurs de gauche. Et donc, nous l'aimons beaucoup et le fait qu'il soit détenu dans les liens de la CPI, c'est injuste. Et donc, nous devons mener toutes les actions possibles pour qu'il puisse retrouver sa liberté. Et donc, quand on dit qu'on aime Gbagbo, on ne peut pas promouvoir le Gbagbo ou rien. Parce que promouvoir Gbagbo ou rien, ce n'est pas aimer Gbagbo. Parce que quand on dit Gbagbo ou rien, ça veut dire qu'à part Gbagbo, les autres, ils sont rien. Et ça, ce n'est pas ce que Gbagbo nous a enseigné. Ce n'est pas ce que Gbagbo nous a enseigné. Des familles se sont sacrifiées pour que le FPI puisse exister, le FPI puisse être un parti national. Gbagbo lui-même a parcouru toutes les contrées de la Côte d'Ivoire, visité pratiquement tous les villages de la Côte d'Ivoire, de sorte à avoir des cadres du sud, du nord, de l'ouest, du centre, de partout, pour que le FPI soit un parti national. Et aujourd'hui, les gens veulent cantonner le FPI à une seule région, à une seule communauté, à Gbagbo tout seul. C'est gênant. Pour moi, tout ce qu'on attribue au président Gbagbo ou à, je ne sais pas, une main obscure qui serait devant les décisions que le président Laurent Gbagbo prendrait, pour moi, je reste encore dans le doute. Tant que le président Gbagbo lui-même ne s'est pas exprimé publiquement que désormais, il a envie de revenir dans le débat politique ou de reprendre les rênes au sein du FPI. Mais encore que... Monsieur Aka, sans vouloir forcément tarder sur cette question, vous êtes sûr que si le président Laurent Gbagbo fait, par exemple, c'est pas une vidéo ou bien vous avez la confirmation que lui-même, tout ce qui se fait actuellement, c'est ce qu'il souhaite, vous êtes sûr qu'au niveau de vous et du président Afi, vous allez vous soumettre? Non, mais ce n'est pas parce que le président Gbagbo va s'exprimer qu'on va se soumettre. Parce qu'on est dans un parti politique. C'est-à-dire, quand vous parlez comme ça, c'est comme si vous considérez Gbagbo comme un demi-dieu et quand il parle, tout le monde se soumet. Non, un parti politique, c'est une association de personnes qui se sont regroupées pour défendre une ambition pour la Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas un gourou qui décide et puis les autres suivent. On n'est pas dans une religion. Vous comprenez? Donc, si le président Gbagbo, quand il était président du FPI, il avait souvent des positions minoritaires. Et il était obligé de convaincre ses autres camarades pour pouvoir faire passer ces décisions. Donc, ce n'est pas parce que c'est lui qui a dit que c'est bon pour les Ivoiriens, que c'est bon pour les militants. Vous comprenez? Bon, maintenant, nous, au niveau du FPI aujourd'hui, nous sommes gênés par l'attitude des camarades qui utilisent le nom de Gbagbo parce que le président Gbagbo, en partant en prison, a laissé le FPI entre les mains du président Afi. C'est-à-dire que quand il partait en prison, c'était Afi qui était président du FPI. Mais s'il est intéressé de vouloir
reprendre le FPI, mais il connaît la voie. Il peut rentrer en contact avec le président et lui dire, Afi, tu sais, bon, de ma position, je pense que je peux utiliser l'outil là pour lutter pour ma liberté, etc. Est-ce que tu ne trouverais pas le moyen pour qu'on puisse faire les choses en bonne et due forme? Je ne pense pas que s'il avait entamé cette démarche-là, ou il avait procédé ainsi, les choses ne se seraient pas passées. Afi aurait vu ses camarades et puis il aurait trouvé avec eux le consensus. Mais de là à vouloir utiliser des moyens, je dis les camarades, je ne parle pas du président Gbagbo, utiliser des moyens en utilisant son nom pour tenter un coup d'État et puis faire partie Afi comme un malpropre du FPI, mais nous sommes des humains. Même s'ils ont raison, ils ne peuvent pas avoir victoire en procédant ainsi. Et donc, pour nous, on peut défendre les causes des opprimés, des injustices, lutter contre les injustices et puis accepter ces injustices-là en interne. Ce n'est pas possible. Donc, pour moi... Je crois qu'on va avancer sur cette question. Si Gbagbo se prononce sur la question, ce serait un débat. Voilà. OK, d'accord. Je pense que c'est bien compris. On va avancer sur cette question et puis après donner l'occasion à notre consultant de dire un mot. Le prochain sujet qui est sur la table aujourd'hui, c'est la candidature du président Bédié. Nous avons vu un échange entre le ministre Niamien Yao, qui lui assure tout le monde du fait que le président Bédié sera candidat en 2020 et que c'est ce qu'il faut de mieux, c'est ce qu'il y a de mieux pour le PDCI pour la Côte d'Ivoire. Et puis, Maître Blessy lui a répondu que la candidature du président Bédié n'est vraiment pas à l'ordre du jour en ce moment. Alors, je voudrais qu'on essaie de voir un peu les contours de cette éventuelle candidature et puis les impacts que cela pourrait avoir sur la plateforme de l'opposition qui est en train de se mettre en place. Je vais commencer avec vous, M. Touré, du PDCI-RDA. D'accord, je vous remercie. Je voudrais seulement dire que en considérant la structure de votre terme, et si nous considérons la réalité comme étant ce qui existe effectivement, c'est-à-dire une chose qui est, nous pouvons déduire que la candidature du président Bédié en 2020 n'est pas encore une réalité, et cela pour deux raisons fondamentales. La première est qu'au PDCI, nous avons des prescriptions qui gouvernent les activités du parti et les relations transactionnelles entre nos membres et militants. Parmi ces règles, vous avez l'article 34 qui stipule que la Convention nationale est l'organe de discussion et d'appréciation des activités du parti dans l'intervalle des congrès, bien sûr. En outre, la Convention désigne le candidat du parti à l'élection présidentielle. Je pense donc, pour ma part, que nous devions attendre 2019 pour connaître le candidat de notre parti aux élections présidentielles de 2020. La deuxième raison fondamentale à considérer ici est que le président lui-même n'a pas encore formulé une volonté d'être candidat pour le compte du PDCI en 2020. Nous savons que le président Bédié est une personne qui se prononce très peu sur les orientations stratégiques futures et sur les objectifs à réaliser pour donner un avantage compétitif au PDCI. Nous sommes donc fort surpris de voir des personnes comme M. Félix Anoblé, par ailleurs dissident du PDCI, nous confier à tort des ambitions pour les présidentielles de 2020. Mais fort heureusement d'ailleurs que M. Maurice Dikawé, par ailleurs secrétaire exécutif de notre parti, a démenti les propos du député maire de San Pedro. Mais aussi, je voulais dire que cela est dit, il est bon de reconnaître qu'il ne plane aucun doute pour nous, au PDCI, sur la légalité d'une potentielle candidature du président Henri Konan Bédié aux élections présidentielles prochaines, puisque la Constitution de novembre 2016 portant Troisième République ou la loi fondamentale de la République de Côte d'Ivoire lui en donne le plein droit. Nous n'avons aucun doute aussi sur la capacité du président Bédié à diriger la Côte d'Ivoire de manière efficiente pour 2020. Il est peut-être parmi les candidats les plus qualifiés aujourd'hui pour diriger la Côte d'Ivoire. Quand on nous dit, par exemple, qu'il faut passer la main à une nouvelle génération, nous, au PDCI, nous passons plutôt
qu'il faut former une équipe, comme vous nous l'a dit. Vous nous avez dit, si vous travaillez en équipe, vous allez gouverner la Côte d'Ivoire pendant longtemps. Il ne s'agit donc pas pour une génération qui a acquise une expérience de passer la main à une autre génération. Et vous voyez que cette proposition n'a pas été bien définie. Alors, est-ce que cette nouvelle génération est une génération d'âge, une génération d'expérience, de compétences et autres? Nous pensons que le président Bédié étant peut-être l'une des personnes la mieux qualifiée en Côte d'Ivoire pour diriger et mettre en œuvre le programme de gouvernement et que j'aurai l'opportunité de vous présenter, un programme de développement. Nous allons au-delà de l'émergence parce que la... On va peut-être y revenir. Donnons l'occasion aux autres débatteurs de dire un mot là-dessus et je vais revenir sur vous pour approfondir un peu plus cette question. Alors, je vais en venir à monsieur Aka, monsieur Georges Aka du Front populaire ivoirien. À votre mot sur cette candidature du président Bédié, et puis on sait que vous avez de très fortes affinités en ce moment avec le président Bédié, le PDCI-RDA. Quel pourrait être l'impact de cette candidature-là sur la plateforme que vous êtes en train de mettre en place? Mais je pense que pour le moment, le président Bédié lui-même ne s'est pas prononcé, ni le congrès du PDCI n'a pas encore désigné son candidat pour 2020. Donc, ce sont que des spéculations. Sauf que, bon, au plan politique, s'il arrivait que M. Bédié ou le président Bédié déposait sa candidature pour 2020, ce serait de plein droit, puisque le test fondamental de la Côte d'Ivoire le lui permet. Voilà, donc il va compétir. Sauf maintenant, après, quelles sont ses chances dans cette compétition? Bon, c'est là que les débats peuvent se faire. En ce qui concerne le FPI, nous sommes ouverts à la compétition et nous avons essayé de mettre en place, ou nous essayons de mettre en place cette plateforme-là avec le PDCI, de sorte à ce que nous puissions activer une alliance à l'occasion d'un second tour. Donc, ce serait une bonne chose pour nous si le PDCI et le FPI se retrouvaient pour le second tour. On allait voir comment on allait gérer toutes ces questions-là. Le président Bédié, c'est quelqu'un qui est rompu à la politique, c'est un doyen, c'est un ancien. Bon, voilà, moi, je pense pas que... Je ne suis pas contre sa candidature, hein. C'est quelque chose de légitime. Voilà. Si c'était une candidature qui allait à l'encontre des tests, alors je vais me prononcer. Mais il revient au PDCI de décider de la candidature de Bédié ou pas à l'occasion de leur prochain congrès. Voilà. OK, d'accord. Alors, M. Barouin, je pense que le sujet auquel je ferai référence en parlant de vous, c'est plutôt le prochain sujet qui parle des ONG qui demandent l'annulation de l'amnistie. Mais sur cette question-là, vous, en tant qu'intellectuel, quelle est votre opinion? Ben, écoutez, notre loi fondamentale, en ce moment, ne fait plus d'exclusion en matière d'âge. Tout candidat ivoirien qui le désire peut être candidat. Donc, le président Bédié, s'il veut être candidat, fondamentalement, ça ne doit pas déranger qui que ce soit. Il faut éviter l'exclusion parce qu'il n'y a plus de limitation d'âge. Mais en ce qui concerne mon opinion personnelle, quant à la candidature du président Henri Konan Bédié, je pense que c'est une très bonne candidature. Ici, d'aventure, nous quittons la phase de spéculation parce que pour l'instant, il ne s'est pas prononcé officiellement. Ce sont des individus qui spéculent. Mais dans le fond, sa candidature serait une bonne candidature parce qu'aujourd'hui, il faut que les Ivoiriens puissent s'exprimer librement et donner la chance à tout un chacun de candidater et de convaincre les Ivoiriens par leur programme de gouvernance. Il faut qu'on évite la guerre et les guerres et évitons tout ce qu'on a connu pendant la crise de 2011 avec son corollaire d'exode, d'exilés, etc., etc. La Côte d'Ivoire a besoin de renouer avec la paix. Et donc, si le texte fondamental de notre pays permet donc au candidat Bédié de se présenter, s'il en exprime le besoin, qu'il se présente et qu'on laisse les Ivoiriens s'exprimer librement en ce qui concerne le choix du prochain président.
Mais je pense qu'en 2020, il n'aura pas que la candidature du président Bédié, il aura beaucoup de candidatures. Il y aura des candidatures de jeunesse, on les voit déjà, et des gens aussi dans l'ombre se préparent. Donc, je veux seulement qu'on laisse la chance à tout le monde de s'exprimer, qu'on ne puisse pas justement éliminer certains pour des calculs, dans des calculs politiciens, qu'on permette à tout un chacun de se présenter à cette élection. Mais d'ailleurs, avant les élections 2020, il faut que justement la question des exilés politiques que nous représentons sur ce plateau soit réglée. Parce que la Constitution ivoirienne aussi demande que tous les exilés, que la Côte d'Ivoire, qu'il n'y ait plus d'exilés politiques. Il faut justement qu'on règle le problème des exilés politiques, le retour de ces exilés avant les élections 2020 pour éviter de retomber dans les travers de la crise et dans les travers de ce que nous avons connu pendant cette crise. Il y a beaucoup secoué la Côte d'Ivoire. Voilà ce que je voudrais dire sur le cas de M. Arikona Bédié. C'est un Ivoirien, c'est un citoyen qui a déjà fait ses preuves au niveau de la Côte d'Ivoire. Il a gouverné ce pays. Il a d'ailleurs gouverné aussi la Côte d'Ivoire de 2011 jusqu'aujourd'hui avec le président Ouattara. Et donc, voilà, ce sont des Ivoiriens. S'ils veulent être candidats, ben, il n'y a pas de problème. Tout le monde doit pouvoir candidater. D'accord. Permettez-moi de dire un bonjour à ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Hein. Noël la démocrate, bonsoir. Kwasi René, Djevier, César Akessé, l'honorable Massouma Bamba, bonsoir. Bonsoir à vous. Elzébia, bonsoir. Majesté Aimé Prao, Barthélemy Yao Kona, merci. Bonsoir. Marc Levestre. M. Clément Tra, M. Hello, bonsoir et merci de nous suivre sur les réseaux sociaux. Pour un dimanche, ce n'est pas évident, on le sait tous, mais je crois que nous sommes très reconnaissants de vous avoir avec nous. J'aimerais également dire merci et bonsoir à ceux qui nous suivent sur la radio Jacques-Roger Show. Et donc, pour nos frères ivoiriens de la diaspora qui sont aux États-Unis ou au Canada, qui nous suivent directement sur cette radio-là, j'aimerais vous dire bonsoir et nous ferons de notre mieux pour vous faire, je vais dire pour vous satisfaire. Bonsoir à M. Alagnan Kinyelman. Alors, monsieur Touré, avant de passer au point suivant, cette candidature du président Bédié, je crois que monsieur Baron vient de le dire, hein, il y a beaucoup de jeunes au sein du PDCI-RDA qui estiment que c'est le moment de passer la main à une nouvelle génération. Le président Ouattara en a aussi fait mention. Comment ça va se passer? Est-ce que ça va être facile? Je veux dire, si cela se présente, si cette situation se présente. Ben, écoutez, au PDCI, nous voyons la chose d'une autre manière. Nous pensons que nous formons une équipe. Il n'y a pas de jeunes, de vieilles personnes. Je pense pour mieux diriger un pays, et je vous l'ai dit, moi, je viens de finir une formation en leadership à l'université de Harvard, à l'école de l'administration publique. Alors, l'accent est mis sur la compétence et l'expérience. Alors, il s'agirait pour nous, au PDCI, de choisir la meilleure personne que nous pensons qui puisse mener la Côte d'Ivoire vers le développement qualitatif et durable, c'est-à-dire le développement politique, économique et social. Alors, notre candidat sera un militant dont la légitimité et la fidélité ne peuvent être remises en question, un militant actif et discipliné. Vous allez voir dans notre article 3 la définition d'un militant. Mais c'est pour vous dire que, oui, il y aura des jeunes, il y aura des personnes qui ont de l'expérience. Nous avons l'intention de former une équipe, quelle que soit la personne qui serait à la tête de cette équipe. Nous allons travailler en concert pour que nous puissions faire en sorte que notre vision du développement de la Côte d'Ivoire soit une réalité. OK. Ben, c'est très bien compris. Alors, la prochaine question que nous allons mettre sur la table concerne cette action des ONG, des 3 ONG qui demandent l'annulation de l'ordonnance d'amnistie faite par le président Laurent Gbagbo. Pardon, décidément, par le président Alassane Ouattara. Mais avant peut-être d'en arriver à ce sujet-là, j'aimerais qu'on puisse permettre à notre consultant, M. Steven Dekra, de dire un mot sur les différentes interventions de nos invités. Monsieur Ekra, vous avez la parole. Alors, bonjour, camarade Katina. Je voudrais me présenter d'abord à ceux qui ne me connaissent pas.
Je suis Ekra Steven, le délégué général de l'AIRD France. Et donc, comme je disais tout à l'heure, je vous remercie de m'avoir invité à cette émission. Bon, je salue aussi de passage Georges Aka et Touré Aboubakar et Michel Barouin qui vient de prendre attache avec l'émission. Donc, pour rappel, je suis diplômé aussi de l'école de commerce de Normandie et donc en management logistique. J'ai écouté attentivement tout ce que vous avez dit concernant les différents points que vous avez soulevés. Le premier point, il s'agissait de la lettre de Laurent Gbagbo qui aujourd'hui crée des émus dans la diaspora et partout en Côte d'Ivoire. Je voudrais dire sur ce point que le FPI est un parti responsable, un parti qui est dirigé par des cadres compétents, et donc, sans prendre position pour tel ou tel leader, je voudrais seulement qu'on se fasse confiance au niveau du FPI. Il y va du bien des Ivoiriens et de l'ensemble de l'opposition qui aujourd'hui voudrait se mettre sous une plateforme pour exiger au président actuel des améliorations au niveau politique. Donc, laissons de côté nos guerres politiques et unissons-nous pour faire avancer l'opposition ivoirienne. Je vois que même Mme Gbagbo n'a pas réagi par rapport à cette lettre. Elle qui a été victime, en fait, on peut l'appeler comme victime, puisque c'était elle qui automatiquement succédait au président Sangaré. Elle n'a pas réagi. Et donc, ce sont des camarades et amis qui, de gauche à droite, tirent la ficelle et voudraient opposer surtout la présidente Mme Gbagbo et la femme du président Laurent Gbagbo, qui est toujours à côté d'elle là-bas, Nadi Bamba. Donc, c'est une personne, Nadi Bamba, qui n'a rien à voir dans la politique du FPI du parti, et Mme Gbagbo, qui est vice-présidente, qui a été désignée par le dernier congrès statutaire à Gagnoa. Je voudrais qu'on respecte les décisions qui sont prises aux sommités du FPI et qu'on laisse le FPI vaguer sous la direction de son leader. C'est un leader charismatique. Qu'on le veuille ou pas, il est celui-là qui incarne l'opposition ivoirienne. Il décide et les autres suivent. Maintenant, s'il y a une divergence d'idées, ça peut se résoudre, mais avec une sagesse, avec la sagesse. Et donc, j'invite mes camarades du FPI à se saisir et d'accepter ce qui a été dit et fait par Laurent Gbagbo. Lorsqu'il y a des suspicions de tel niveau, ça met en doute même la crédibilité du président Laurent Gbagbo. Mais mettre en doute la crédibilité d'un président, de la carrure de Laurent Gbagbo, je crois que c'est vraiment tombé bas. Donc, je demande qu'on se ressaisisse et qu'on accepte tout ce qui est décision prise par Laurent Gbagbo et qu'on laisse les choses se faire pour que l'opposition se retrouve au sein d'une plateforme et que nous puissions avancer comme il se doit pour, en 2020, pourquoi pas ravir le fauteuil du président à Ouattara. Ok. Donc, voilà ce que je voudrais dire sur ce point. Maintenant, si okay. On va peut-être s'arrêter sur ce point. Je vais vous prendre un peu plus tard pour aller un peu plus en détail. On va permettre à nos invités de s'exprimer sur le dernier sujet. Et puis, peut-être aller un peu plus en détail avec vous, si vous le voulez bien. Alors, le dernier sujet sur la table pour notre échange de ce soir concerne l'action qui aurait été posée par 3 ONG. Et donc, je pense qu'il s'agit de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, du Mouvement ivoirien des droits de l'homme et de la FIDH, je crois, la Fédération internationale des droits de l'homme, je crois. Alors, qui estime que l'ordonnance d'amnistie qui a été prise par le président Ouattara est illégale. Je crois qu'un des arguments qu'ils avancent, c'est qu'elle aurait dû passer par l'Assemblée nationale et qui en plus souhaite que ceux qui sont soupçonnés de crime soient jugés. Donc, ça veut dire qu'ils estiment qu'il faut qu'il y ait un jugement clair et que ceux qui ont été condamnés restent en prison concernant les crimes de la crise post-électorale. Alors, j'aimerais avoir votre opinion, votre analyse sur cette question-là, en commençant par M. Georges Aka, si vous voulez bien.
Ah non, pardon. Monsieur Aka, on va permettre à Monsieur Baron, qui est plus du domaine, de nous donner un peu plus d'informations à ce sujet. Alors, Monsieur Baron, allez-y, s'il vous plaît. Ben, je vous remercie. J'ai lu les récriminations de ces ONG concernant l'ordonnance d'amnistie prise par le chef de l'État portant libération de 800 prisonniers politiques. Je m'étonne en fait parce que ce n'est pas la première fois que cela arrive en Côte d'Ivoire. Nous rappelons que le président Laurent Gbagbo avait pris aussi en son temps, quand les rebelles de M. Soro Diom avaient égorgé des gendarmes invoqués, avaient endeuillé la Côte d'Ivoire en 2011, il y a eu une ordonnance d'amnistie. Justement, il y a eu un projet d'amnistie qui a été pris, une ordonnance, et qui a en tout cas pacifié la Côte d'Ivoire, qui a permis aux rebelles de M. Soro Diom de se pavaner à Abidjan et de circuler librement. Tout cela a participé à la réconciliation entre les Ivoiriens et a fait tomber, si vous voulez, le mur de méfiance qui existait entre la partie nord et la partie sud. Je m'étonne aujourd'hui, ces ONG donnent de la voix concernant l'ordonnance que M. Ouattara a prise portant la libération des prisonniers politiques. Où étaient ces ONG lorsque les Ivoiriens sont allés en exil? Où étaient ces ONG lorsque les Ivoiriens ont été privés de leur liberté injustement pendant 7 années, pendant 7 ans, sans jugement? Où étaient donc ces ONG? Je pense pour ma part que ces ONG ne sont pas du tout crédibles. Elles sont instrumentalisées par le politique, elles sont instrumentalisées par l'aile dure, je veux dire, par les politiciens véreux tapis dans l'ombre, qui les instrumentalisent pour mettre la pression. Parce que nous sommes dans un pays, quand même, la Côte d'Ivoire a besoin de réconciliation aujourd'hui. On ne va pas continuer à aller de crise en crise. Le président Ouattara a pris une décision salvatrice, justement, qui a apaisé le climat social en Côte d'Ivoire. Et les ONG, leur rôle aussi, c'est de suivre cette dynamique, cette détermination à aller à la paix. Donc, ramer à contre-courant de cette décision, je pense qu'elle n'est pas crédible et elle n'est pas légitime. Parce que quand on cherche à régler un problème politique, on le règle avec des décisions politiques. On ne peut pas régler des problèmes politiques avec la justice, forcément. Je m'explique sur ce sujet. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu 2 camps qui se sont affrontés. Il y a eu des morts de part et d'autre. Mais il y a un seul camp qui a été emprisonné. Déjà, la justice n'était pas une justice équitable. Quand on regarde le logo de la justice, c'est l'équité. La justice doit être impartiale et elle ne doit pas être une justice d'un camp. Nous avons assisté en Côte d'Ivoire à une justice des vainqueurs. Nous avons assisté en Côte d'Ivoire à une justice aux ordres. Aujourd'hui, le président Ouattara, il n'y a eu aucun membre de FRC du côté du pouvoir qui a été arrêté et même entendu par la justice. Il n'y a eu aucun. Il n'y a eu qu'un seul camp qui a été poursuivi jusque-là, depuis 7 ans. Le procureur militaire Hans Kessi a poursuivi les militaires du camp de M. Laurent Gbagbo. Les FDS qui ont défendu les intérêts de la Côte d'Ivoire, qui ont défendu les institutions de la République, ont été interpellés et emprisonnés depuis près de 7 ans. Mais il y a eu aussi les camps, il y a eu les FRC de M. Soro Diom et de M. Ouattara, qui n'ont jamais été entendus, jamais été poursuivis. Pourtant, il y a eu des exactions, il y a eu des ONG internationaux qui ont justement, on a lu des rapports, qui ont dit qu'il y a eu des camps, il y a eu des tueries aussi dans le camp de M. Ouattara. Il y a eu la situation de Naïbli, des Ivoiriens sont morts. Il y a eu le camp de Petit Dokwe, les Ivoiriens sont morts. Mais où étaient ces ONG? Pourquoi n'ont-elles pas donné de la voix, ne serait-ce que pour que le président Ouattara puisse donner des instructions ou pour que la justice ivoirienne fasse son travail? Donc je pense que quand on prend une décision politique pour régler un problème politique, il ne faut pas qu'ils viennent nous distraire. Les Ivoiriens sont en exil. Monsieur Baron, on est tenté de vous poser la question suivante. Depuis que cette ordonnance d'amnistie a été prise, oui. Combien d'entre vous sont retournés au pays? Est-ce que c'est parce que vous estimez que ce n'est pas encore effectif? Ou alors est-ce que vous ne croyez pas
je veux dire, en la sincérité de cette ordonnance d'amnistie-là. Qu'est-ce qui fait qu'on ne ressent pas un retour massif des réfugiés dont vous êtes un des responsables en France? Je suis le président d'ailleurs des réfugiés. Oui, je vais être clair avec vous. Ouais, je vais m'expliquer sur ce sujet. C'est d'ailleurs une très belle question que vous me posez. Vous me donnez l'occasion de m'exprimer là-dessus. C'est bien qu'on interpelle des prisonniers politiques, on les libère à l'issue d'une ordonnance. Mais quelles sont les mesures d'accompagnement de cette ordonnance? Ça n'existe pas. Les prisonniers politiques sont sortis de prison. Est-ce qu'il y a des mesures d'insertion, de réintégration dans le tissu de production en Côte d'Ivoire? Ça n'existe pas. C'est une ordonnance de façade pour libérer les prisonniers politiques. Mais le but de la prison, moi je suis criminologue, la prison n'a pas un but expiatoire. La prison par essence a un but de resocialisation. Mais ils sont sortis des prisons. Quel est le plan d'urgence qui a été mis en place, ne serait-ce que pour penser à la réintégration de ces prisonniers politiques? 800 personnes sont sorties des prisons, ont perdu leur emploi du fait de leur incarcération, mais il n'y a eu aucune mesure d'accompagnement. On demande aujourd'hui aux exilés politiques de rentrer en Côte d'Ivoire. C'est bien beau, nous sommes heureux, je suis même prêt à rentrer en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qu'on met en place? Nous avons perdu nos emplois ont été détruits. Moi, j'étais directeur général du Burkina. J'ai été recruté par un appel à candidature en ce qui me concerne. Je n'ai pas été nommé par M. Laurent Gbagbo. J'ai été recruté par un appel à candidature d'une société privée. Mais on m'a contraint en exil, on m'a chassé de mon poste, ils ont nommé quelqu'un d'autre à ma place. Je suis en exil depuis 7 ans. Donc, je vis cette frustration. Je rentre en Côte d'Ivoire, je vais faire quoi? Je rentre pour être au chômage? Mais ce sont les questions essentielles qu'on doit régler. Quelles sont les mesures d'accompagnement des exilés politiques? Les exilés qui sont dans les camps de réfugiés au Ghana, à Lomé, partout, au Libéria. Mais ce sont les exilés qu'on a chassés. Ce sont les Ivoiriens qu'on a chassés des camps de Djoukoué. Ce sont les Ivoiriens qu'on a chassés de l'Ouest, dont les forêts sont encore occupées, dont les plantations sont occupées. Ce sont des Ivoiriens qui n'ont plus de village. Mais les Ivoiriens n'ont plus de village. Ils sont aujourd'hui dans des camps de réfugiés au Ghana, en Afrique, etc. On leur demande de retourner en Côte d'Ivoire. Mais quel est le plan stratégique qu'on met en place pour pouvoir s'occuper de leur réintégration? La Côte d'Ivoire n'a pas prévu cela. Alors qu'on a prévu des budgets pour pouvoir faire le DDR, pour pouvoir resocialiser les soldats qui n'étaient pas ivoiriens, qui n'étaient pas dans l'armée. On a prévu quelque chose par rapport à leur réinsertion, leur resocialisation, etc. Mais pour les réfugiés politiques, il n'y a rien qui est prévu. D'ailleurs, les prisonniers politiques, je suis en contact avec le président de l'association du collectif des prisonniers politiques d'Afrique post-électorale, M. Ibo Thierry. Mais il m'appelle tous les jours. Il n'y a aucune structure, justement, qui parle de ce problème. Il m'a dit qu'il a rencontré la ministre Marietou. Elle dit qu'il n'y a pas de budget pour eux. Il n'y a rien. Ils sont sortis des prisons pour être dans la rue. Donc, ce sont des délinquants ambulants. C'est quelqu'un qui sort des prisons, qui ne peut pas se resocialiser, qui ne peut même pas s'acheter, qui ne peut même pas se louer une maison. Parce que 7 ans, son emploi est détruit. C'est facile de dire, bon, les réfugiés politiques rentrent en Côte d'Ivoire, mais ils rentrent en Côte d'Ivoire pour faire quoi? Pour être au chômage? Voici le véritable problème. Et nous sommes prêts à rentrer en Côte d'Ivoire, c'est notre pays. On est mieux chez soi. On n'a pas envie de mourir en exil. L'exil n'est pas une fin en soi. L'exil est une étape de la vie. Mais on n'est pas venu pour mourir en exil. Mais parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'interlocuteur crédible qui se penche sur la question des exilés politiques, de leur réinsertion dans le tissu de production. Nous sommes des cadres, nous avons tous des compétences. Georges Aka qui vous parle, il est aussi exilé politique. Il est vice-président de l'association. Donc, c'est dire qu'il y a des compétences en exil, il y a des ministres en exil, il y a des professeurs d'université, il y a des médecins, il y a des urgentistes, mais qui peuvent contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, nous voulons de la sincérité. Oui, les exilés sont rentrés, mais il faut rentrer, il faut qu'on mette en place, ça se négocie, un plan de réinsertion réel dans le tissu de production. Bien sûr. Alors, si vous permettez, on va prendre peut-être le point de vue de notre ami du PDCI-RDA, M. Boubacar Touré, qui est un cadre du PDCI-RDA qui était, on peut le dire, qui était au pouvoir avec le RDR au sein du RAGP. On a envie de demander à M. Touré qu'est-ce que le PDCI-RDA a fait
en son temps et est en train de faire maintenant pour toutes ces personnes-là qui sont en exil et qui pourraient bénéficier de cette ordonnance d'amnistie pour certains, mais pas pour toutes. Il y a certains exilés qui n'ont vraiment rien à voir avec les crimes qui ont été commis. Mais qu'est-ce que le PDCRDA a fait et qu'est-ce que le PDCRDA peut faire pour ces personnes-là? Ben écoutez, le PDCI s'inscrit dans une démarche de paix et de réconciliation. Mais pour avoir la paix et la réconciliation, il faut aussi une justice. Donc, nous espérons que tous ceux qui ont commis des atrocités en Côte d'Ivoire soient présentés devant la justice pour que les faits soient établis et ceux qui seront reconnus coupables payent pour leurs faits. Ben, nous souhaitons aussi que quelque part, et si vous regardez le cas du Rwanda et de l'Afrique du Sud, qu'après cette justice, que les Ivoiriens se retrouvent pour que nous puissions nous réconcilier et pour que nous puissions travailler ensemble pour avoir cette Côte d'Ivoire que nous souhaitons tous. Alors, le PDCI RDA s'inscrit d'abord dans cette démarche de réconciliation et de paix, mais en amont, il faudra que les faits soient établis de sorte à ce que nous puissions savoir ce qui a été fait en Côte d'Ivoire, qui l'a fait et pourquoi, et pour que nous puissions nous réconcilier sur la base de la vérité et aller de l'avant. Alors, concernant l'ordonnance d'amnistie en elle-même, quel est votre point de vue? Est-ce qu'elle est bienvenue? Qu'est-ce que vous pensez de cette action des ONG? Je pense que d'abord, pour parler des ONG, vous avez d'abord l'argument juridique. Les ONG disent que cette ordonnance est entachée d'illégalité parce que quelque part, elle s'oppose à certaines prescriptions de la Constitution. Donc, le président n'est pas habilité à adopter une ordonnance portant amnistie en Côte d'Ivoire. Donc, vous avez un cas où adopter cette amnistie va en violation flagrante, selon eux, de la Constitution. Je pense que nous pouvons recadrer cela. Nous pouvons faire en sorte que l'ordonnance passe à l'Assemblée nationale pour que les représentants du peuple puissent statuer sur disons, les bienfaits de cette amnistie et qu'il y ait un débat national là-dessus pour que la nation ivoirienne choisisse, par exemple, le chemin ou la trajectoire qu'elle souhaite prendre. Voilà. OK, d'accord. Alors, je vais me tourner vers M. Zor Jakar du Front populaire ivoirien. Alors, M. Jakar, dans le fond, est-ce que ces ONG n'ont pas raison? Est-ce qu'on ne devrait pas passer plutôt par une loi d'amnistie, passant par l'Assemblée nationale, plutôt que d'utiliser une ordonnance? Et puis, est-ce que ça ce n'est pas... Est-ce qu'on ne peut pas voir cela comme un piège du président Ouattara, qui s'est empressé de le faire peut-être pour faire plus de mal à l'opposition que de bien? Bon, moi, personnellement, je peux dire que concernant l'action de ces trois ONG qui demandent l'annulation de la loi d'amnistie prise par le président Alassane Ouattara, me paraît inapproprié parce que ce n'est ni le moment ni le lieu de demander ces choses-là. Et il me semble même qu'elles ont donné un délai au président de la République de se prononcer sur la question et au-delà duquel, elles iront devant la Cour suprême, la Chambre administrative suprême. Voilà. Mais je trouve vraiment dommage parce que, comme l'a si bien signifié le président Michel Barouin, le problème de la Côte d'Ivoire ne peut pas se résoudre de façon juridique. Nous savons tous que la crise en Côte d'Ivoire, c'est une crise politique. Donc, une crise politique ne peut se régler que de façon politique. Certes, il y a eu des crimes dans les deux camps. Et d'ailleurs, c'est bien dommage qu'il y ait un seul camp qui ait été poursuivi jusqu'à ce jour.
Mais si nous voulons faire agir l'argument juridique dans un dossier politique, mais il y a un cadre bien tracé qui existe, qui a été expérimenté par tous les pays qui sont passés par des guerres, comme le Rwanda, comme l'Afrique du Sud, etc. C'est les concertations nationales, les forums de réconciliation nationale, etc., que nous avons appelés, nous, les États généraux de la République, que le FPI a proposé à Ouattara à l'occasion d'une rencontre qu'il nous a accordée, qui nous aurait permis aux Ivoiriens de se retrouver et de se parler et de régler les problèmes qui nous ont conduits vers cette crise-là, et puis détacher les questions politiques, des questions juridiques, de sorte à ce que, à l'issue de ces états généraux-là, ceux qui doivent être poursuivis par la justice iront rendre compte à la justice, et puis les questions qui doivent être réglées de façon politique vont être réglées de façon politique et définitive. Malheureusement, la solution proposée par le FPI n'a pas été admise par le pouvoir en place. Et donc, avec la décision d'amnistie, bon, nos camarades ont retrouvé la liberté, donc c'est notre souhait, mais ça ne règle pas entièrement le problème. Et voilà pourquoi nous sommes en train de discuter encore de ces questions-là, parce que le problème n'est pas réglé entièrement. Et c'est pour ça que quand un pays connaît une si grave crise comme celle que la Côte d'Ivoire a connue, on ne règle pas la crise comme si on sortait d'un dîner gala. Il faut prendre à bras le corps les vrais problèmes, les vrais sujets des Ivoiriens. Les gens ont perdu des parents, ils n'ont pas fait le deuil de ces pertes-là. Donc, il faut réconcilier les Ivoiriens de sorte à ce qu'il y ait ce cataclysme national-là, que les gens puissent sortir de ces rancœurs-là pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir faire le deuil et puis passer à autre chose. Donc, l'action de ces ONG me paraît inopportune et inappropriée. Voilà. OK, d'accord. Mais on va peut-être permettre au président Barouin de dire un dernier mot sur cette question avant de clore notre échange pour ce jour et prendre peut-être un avis encore de notre consultant. Monsieur Barouin? Oui, je suis là. Écoutez, j'ai bien écouté les autres débatteurs. En tout cas, je vais profiter pour les saluer. Saluer Georges Aka, saluer mon frère du PDCI et mon très cher ami de l'AIRD. Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était inopportun la décision en fait postule des ONG qui justement en ce moment nous sommes en train de parler de réconciliation, on cherche des solutions, des voies et moyens pour que tous les Ivoiriens puissent se retourner en Côte d'Ivoire, participer donc au développement de notre pays. Les décisions politiques souvent sont importantes pour régler les problèmes. Vu que la Côte d'Ivoire n'a véritablement pas renoué réellement avec la justice, parce que c'est qu'un seul côté, un seul camp qui était arrêté, qui était dans les geôles de la dans les geôles. Donc aujourd'hui, je pense que la situation des ONG, elles doivent vraiment arrêter tout cela et puis laisser les Ivoiriens aller à la négociation. Voilà ce que je le dis et je veux profiter pour vous dire merci. Merci de m'avoir invité à participer à cette émission. Voilà, c'était super enrichissant. OK, merci. Merci, M. Barouin. Je rappelle que nous avions ce soir M. Michel Barouin, qui est le président de l'Union des réfugiés ivoiriens en France et ancien directeur général du Burida, M. Georges Aka, qui est le secrétaire Europe du Front populaire ivoirien, et M. Boubacar Touré, qui est un cadre du PDCA aux États-Unis. Et nous avions également M. Steven Ekra de l'AIRD, qui était avec nous un peu en tant que consultant. Alors, je vais permettre à chacun des invités peut-être de faire sa conclusion, de dire un dernier mot, avant que nous puissions, avec M. Ekra, le consultant, clore cet échange. J'aimerais commencer par M. Barouin, si vous le voulez bien. J'allais dire un autre dernier mot. D'accord, ben, écoutez, je tiens quand même à vous remercier. Je vous remercie de m'avoir invité sur le plateau pour débattre de cette question, concernant la Côte d'Ivoire. Et puis, inviter les Ivoiriens à utiliser le bon temps pour qu'on puisse aller à la paix, à désarmer les cœurs et avoir beaucoup d'espoir.
avoir beaucoup d'espoir en l'avenir. Beaucoup d'espoir en l'avenir. Je souhaite que les autorités en Côte d'Ivoire se penchent réellement sur la question des réfugiés. On me fait signe qu'on vous entend très faiblement au niveau Ah ouais, d'accord. de Facebook. Voilà, je disais que je souhaite véritablement que le pouvoir en Côte d'Ivoire se penche réellement sur la question des réfugiés, la question du retour de tous les réfugiés en Côte d'Ivoire, en mettant en place un mécanisme de réintégration, de réinsertion et de resocialisation des réfugiés, parce que beaucoup de réfugiés sont partis de la Côte d'Ivoire et il y a eu la destruction des emplois. La destruction des maisons, la confiscation de leurs biens, tout ça. Donc, je souhaite vraiment que la Côte d'Ivoire mette en place un mécanisme justement pour pouvoir donner confiance à ces réfugiés à gagner dans le pays. Voilà. Donc, merci. Concernant 2020, qu'on permette à tous les candidats de candidater, de déposer les candidatures, et de convaincre les Ivoiriens avec un programme de gouvernance. Voilà. On vous entend pas du tout sur, au niveau des réseaux sociaux. J'ai un souci à mon micro. En fait, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que j'étais en train de dire que je souhaite que le pouvoir en Côte d'Ivoire mette en place réellement des mécanismes pour pouvoir aider les réfugiés et les prisonniers politiques aussi qui sont sortis de prison à pouvoir se réinsérer dans les tissus de production. Parce qu'il est facile de prendre une ordonnance pour libérer les prisonniers politiques sans un suivi réel, en fait. Voilà, sans un suivi, sans les mécanismes de réinsertion dans les tissus de production. Je ne sais pas si vous m'entendez, j'ai un souci à mon micro, en fait. C'est bien compris. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a son micro. Voilà. OK. Alors, merci beaucoup, monsieur Baron. Alors, je vais permettre à monsieur Georges Aka de donner son dernier mot, de faire sa conclusion. Je précise que monsieur Georges Aka est le secrétaire Europe du Front populaire ivoirien. Monsieur Aka? Oui, donc je voudrais, avant de remercier la radio de nous avoir invités à cette émission, apporter juste un petit point on va dire, de recadrage face à certains propos du consultant ECRA de l'AIRD, voilà, qui s'est même fait plus défenseur du Gbagbo ourien sur ce plateau en disant que le président Gbagbo décide, donc on doit le laisser diriger, etc. Bon, je ne sais pas, peut-être qu'il a ses sources. Il pourrait peut-être nous donner les preuves que c'est Gbagbo qui effectivement a pris cette décision-là. Mais dans le doute, je souhaite qu'il soit un peu plus prudent, surtout qu'il est de l'AIED qui n'est pas du Front populaire ivoirien. Mais je dois dire simplement que le FPI est un parti structuré, un parti, d'ailleurs même c'était le parti le mieux structuré à l'époque, avec toute son organisation, et en interne, il y a un système de décision qui permet à tous les militants de s'exprimer, comme le comité central, la convention, et puis donc des organes, et le secrétariat exécutif, etc. Donc ce n'est pas un seul individu qui, de par sa position, qu'il soit charismatique ou pas, doit dire aux autres ce qu'ils doivent faire. C'est un groupe soudé, c'est un groupe d'intellectuels, de personnes aguerries qui se mettent ensemble pour une ambition pour la Côte d'Ivoire. Et donc, arrêtons de transformer le FPI en une secte où il y a une seule personne qui décide. C'est vrai, Gbagbo, il est charismatique. C'est un symbole pour nous tous. Il est membre fondateur du FPI, parce qu'il n'en est pas le seul. Il y en a plusieurs. Nous avons beaucoup de respect, mais de grâce, le FPI est une structure, c'est un parti politique. Et un parti politique, il y a ses règles de fonctionnement. Un parti politique, comme une organisation, a ses tests. Et donc, il faut simplement les respecter. Voilà ce que je peux dire concernant ce point-là. Et concernant la candidature du président Bédié, pour moi, pour nous au FPI, elle ne nous gêne aucunement. C'est une compétition électorale qui est ouverte. La loi fondamentale lui permet d'être candidat. Donc, si le PDCI décide de présenter le président Bédié comme candidat en 2020,
ben, ce serait le choix du PDCI et les Ivoiriens pourront décider librement si les conditions sont réunies, parce qu'encore une fois, il faut que le président Ouattara ait le courage de prendre la décision d'appeler tous les responsables politiques pour discuter de la question sur la réforme de la CEI, qui est une question pendante. Il nous a renvoyé après les élections municipales et régionales. Ces élections sont terminées. Nous l'attendons sur ce terrain-là, donc qu'il prenne la décision pour qu'on puisse passer à autre chose et puis avancer. Ensuite, l'action menée par les ONG, pour moi, ma conclusion, c'est celle-là, c'est que c'est une action inopportune et inappropriée parce que la Côte d'Ivoire est dans une dynamique de réconciliation et la crise que nous avons connue, elle est une crise politique, même si elle revêt des aspects juridiques, c'est une crise politique et elle doit se régler de façon politique. Voilà donc ce que j'avais à dire sur ces différents points-là. Je voudrais vous remercier, M. Emmanuel Katina, de nous avoir invités et de donner l'occasion au Front populaire ivoirien, à travers sa structure donc, du secrétariat national Europe, de nous exprimer sur ces questions d'actualité et de donner notre point de vue sur les éléments, enfin les sujets brûlants qui concernent les Ivoiriens. Le FPI est un parti géré. Le président Afi N'Guessan est le président statutaire. Et puis, des actions seront prises, des actes seront menés. Et puis, nous allons avancer allègrement vers la plateforme que nous voulons mettre en place avec le PDCI. Et puis, nous allons aussi, en 2020, apporter nos propositions pour changer la Côte d'Ivoire avec un projet de société que les Ivoiriens connaissent certainement déjà, mais actualisé pour le bien-être de tous. Voilà ce que je voudrais vous dire. Merci beaucoup. Merci, M. Aka. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci de participer de temps en temps à nos causeries du dimanche. Et je rappelle que M. Georges Aka est le secrétaire Europe du Front populaire ivoirien. Alors, nous allons permettre à M. Boubacar Touré du PDCRDA de conclure. M. Touré, merci d'être passé sur notre plateau. Nous savons que vous êtes très occupé avec de hautes responsabilités ici aux États-Unis, mais votre militantisme vous a fait venir sur notre plateau et nous en sommes reconnaissants. Alors, votre dernier mot pour ce débat. Je souhaiterais d'abord vous remercier pour l'opportunité que vous nous faites de venir échanger, discuter avec nos frères du FPI, de la société civile ivoirienne. Ce que je retiens de cette discussion, c'est que nous souhaitons tous la même chose pour la Côte d'Ivoire, à savoir le développement, la réconciliation et la paix. Et c'est dans cette démarche que le PDCI s'inscrit. Nous sommes le parti aujourd'hui qui, de par son expérience, a la possibilité, en termes de compétences et de capacités, de fournir à la Côte d'Ivoire un développement, c'est-à-dire aller au-delà de l'émergence, donc de cette évolution de convergence. Alors, pour cela, il nous faut forcément le développement politique et administratif. Nous nous posons la question de savoir quel type d'institutions et de structures politiques et administratives devraient être développées en Côte d'Ivoire pour générer une paix, une stabilité et une prospérité durable pour tous les Ivoiriens. Aux Ivoiriens qui nous écoutent aujourd'hui, sachez que le PDCI est une équipe. Il ne s'agit pas d'une personne. Il s'agit d'une équipe qui a des éléments compétents pour diriger la Côte d'Ivoire au-delà de l'émergence qu'on vous donne. Vous savez sûrement que le président Bidier est l'architecte du premier miracle ivoirien. Nous souhaitons seulement que vous nous donniez l'opportunité de vous donner un autre miracle ivoirien. Et cela se basera sur le développement politique. Vous allez me demander, mais qu'est-ce que c'est que le développement politique? Je ne rentrerai pas dans des considérations théoriques de Samuel Huntington, de Francis Fukuyama. Je vous dirai seulement que le développement politique pour nous, c'est d'abord la bonne gouvernance. C'est un gouvernement, une administration allégée et basée sur la performance. C'est aussi des institutions politiques et une réorganisation du système politique
à savoir permettre à l'écosystème politique ivoirien d'avoir un équilibrage qui permet d'asseoir des débats politiques, parce que nos frères du FPI ont aussi de bonnes idées. Donc, il s'agit pour nous aujourd'hui de fédérer toutes les forces de la Côte d'Ivoire et de faire en sorte que nous évoluions ensemble dans une direction souhaitée et travailler pour le peuple ivoirien et faire en sorte que ce peuple-là ait la qualité de vie la meilleure dans le monde. Donc, cela veut dire aussi une institutionnalisation, une démocratisation des partis politiques. Cela peut se faire à travers l'utilisation des instruments publics. Nous voulons une société civile forte, parce que la société civile forte, comme le disait Alan Carmack de Harvard, contribue aussi à l'émanation d'une politique efficiente et à la découverte d'outils et d'idées de développement pour un pays. Nous voulons renforcer l'état de droit. Sans état de droit, il n'y a pas de développement. Donc, faire en sorte que les lois qui nous sont prescrites à travers la Constitution et les lois de la Côte d'Ivoire soient respectées. Et très rapidement, nous voulons réduire la taille de la bureaucratie en Côte d'Ivoire en transférant certaines fonctions au secteur public, au privé. Donc, voici un peu, en gros, ce que je voulais dire sur la discussion d'aujourd'hui. Mais ceux qui nous écoutent, je souhaiterais que vous ne vous focalisez pas sur une personne au PDCI, car le PDCI est d'abord et après tout une équipe, et nous avons les personnes les plus compétentes aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour vous donner le bonheur que vous souhaitez pour vos familles. Merci. Merci, M. Touré. Je rappelle que M. Touré est cadre du PDCI-RDA et qu'il vit aux États-Unis. Alors, j'aimerais dire merci à tous ceux qui nous suivent sur Radio Jacques Roger Show, qui émet depuis les États-Unis pour les Ivoiriens de la diaspora, aux États-Unis, au Canada et en Europe. Et dire merci à tous ceux qui ont accepté d'être avec nous ce soir, à nos invités, M. Michel Barouin, président de l'Union des réfugiés ivoiriens en France, M. Georges Aka, secrétaire Europe du Front populaire ivoirien, et M. Boubacar Touré du PDCI-RDA. Alors, on va peut-être permettre à notre consultant de dire un dernier mot, sans oublier qu'il est consultant aujourd'hui. Monsieur Eka, vous êtes consultant aujourd'hui, c'est très important de ne pas l'oublier. Peut-être rapidement, on a encore 1 minute, on a déjà presque 10 minutes. Ok, merci, M. Tatina. Je voudrais dire merci à tous les intervenants et surtout dire que l'AIRD organise le 15, en fait, je profite de votre antenne pour lancer un communiqué, si vous me permettez. Donc, l'AIRD organise le 15 du mois de décembre une journée porte ouverte. Donc, une journée au cours de laquelle nous allons montrer aux Ivoiriens qu'il y a une alternative crédible avec l'AIRD et que nous voulons associer la culture au développement. Nous voulons aussi mettre nos langues en valeur dans la modernité. Donc, c'est tout ce que, au niveau de l'AIRD, nous exposons le 15 décembre 2018. Donc, nous invitons tout le monde, toute la diaspora ivoirienne, à venir voir ce que propose l'AIRD aux Ivoiriens. Donc, je voudrais aussi, pour terminer, dire merci encore aux camarades du FPI. Je n'ai pas voulu surtout toucher sa sensibilité. J'ai donné mon point de vue, juste un point de vue pour apporter une amélioration dans l'échiquier politique ivoirien. Aujourd'hui, si toute l'opposition se réunit d'un commun accord pour apporter une nouvelle façon, un vivre ensemble, une nouvelle façon de faire la politique en Côte d'Ivoire, je pense que nous aurons avancé d'un cran et que le vivre ensemble sera possible en Côte d'Ivoire. Donc, je vous remercie. Merci à M. Ekra. Amis auditeurs de Radio Jacques Roger Show et Radio PDCI-RDA, notre émission pour ce soir est terminée. Nous avions échangé de plusieurs points, à savoir le courrier du président Laurent Gbagbo, l'action posée par certains organismes, certaines ONG concernant l'ordonnance d'amnistie du 6 août, prise par le président Alassane Ouattara, et la candidature éventuelle du président Bédié. Je suis Emmanuel Katina, je m'engage à ouvrir des élections apaisées en Côte d'Ivoire en 2020.
Merci, bonsoir chez vous et à dimanche prochain.